Luigi Lavazza, bien choisir, bien vivre. Porcelaine Médard de Noblat, créateur à Limoges. Chaussée aux moines. Votre mémoire vous joue des tours. Ce qui vous manque, c'est une méthode. La mémoire et sa méthode. Un cours de mémorisation et de lecture rapide, avec des techniques, des exercices et des tests. Chaque semaine, un fascicule et une cassette. La mémoire et sa méthode, l'esprit toujours en alerte. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. C'est parce qu'il était intolérable que l'on puisse reconnaître un conducteur de véhicule diesel à l'odeur du gazole que nous avons élaboré Total Gazole Premier. Un gazole dont on a réduit la teneur en soufre et qui, désormais, n'a plus mauvaise odeur. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. C'est si doux, un bisou est si doux, jus d'orange si doux, un bisou c'est si doux. Disons que je commencerai par un petit footing, histoire de me mettre en jambes, un parcours de golf, une plongée par paliers successifs, un petit tennis, revers, coup droit, revers. Oh, je sens que le temps se gâte. On verra demain. Club Med, le bonheur, si je veux. Ce soir, un traiteur vous attend à la maison. Honoré Janin, traiteur, 21 savoureux plats cuisinés pour les gourmets. Honoré Janin, traiteur. Voici une famille comme nous en connaissons tous. Chaque soir, le père rentre du travail. Après les courses, la mère doit surveiller le dîner. Des gens bien ordinaires. Leur seul luxe, leur électroménager. Ils voulaient une marque allemande, n'importe laquelle, mais sur les conseils d'amis d'outre-Rhin, de bien braves gens comme eux, ils choisirent 1000, car, comme dit Helmut, faudrait pas confondre Wagner et Frida Papa. 1000. Même à notre époque, les femmes ne peuvent pas choisir le moment de leurs règles. Mais elles peuvent choisir une serviette vraiment sûre. Aujourd'hui, les femmes ont le choix entre des serviettes classiques dont le voile reste humide et des serviettes comme Vania Silhouette dont le voile reste pratiquement sec. Grâce au voile exclusif top sec de Vania Silhouette, les liquides pénètrent instantanément par les micro-perforations et ne peuvent presque plus remonter. Résultat, le voile classique reste humide, le voile top sec de Vania Silhouette reste pratiquement sec. C'est prouvé, Vania Silhouette est vraiment sûre. Vania, être bien vous va si bien. À dimanche prochain avec Whirlpool. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Énergie présente. Michael Jackson. La naissance d'un génie. Michael Jackson, les Animaux Town.
Nous avons torturé un moteur pendant 320 000 km pour tester la nouvelle formule de Mobile 1. Après cette épreuve, nous l'avons mise en pièces. Et qu'avons-nous constaté? Rien. Quasiment aucune trace d'usure. Il est comme neuf. Ce qui l'a préservé, Mobile 1, nouvelle formule. Mobile 1, l'assurance vie de votre moteur. La réussite de toute entreprise repose sur deux éléments, la cohésion et la compétence des hommes. Ici la tour de contrôle. Y a-t-il un pilote de chez Echo parmi vous? Yves, présent. Peut-être est-ce à force de réussir chaque jour à trouver des gens compétents que nous sommes devenus numéro 1 du travail temporaire. Et qu'on peut se demander qui peut remplacer Echo. Pour comprendre tout le chemin parcouru par l'automobile, il suffit de monter à bord d'une Renault Espace. La civilisation de l'automobile appartient au passé. Aujourd'hui commence la civilisation de l'automobiliste. Renault Espace. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Lundi, TF1 vous invite à une grande soirée de fête, d'humour et de rire, les Étoiles du Rire 92. Jean-Pierre Pernaut et Jean Rocasse présentent une revue de presse irrésistible des moments les plus drôles de l'année, à la télévision, au cinéma ou au théâtre. Ils désignent les comiques préférés des Français. Et le Grand Prix TF1 Télépoche récompensera le comique de toujours choisi par le public. La revue de presse des comiques de l'année, les Étoiles du Rire 92, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir ou plus sûrement rebonsoir d'ailleurs. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de la soirée électorale sur TF1, une partie qui sera encore très riche, avec cette fois bien évidemment de nombreux résultats et pour la plupart définitifs. Et puis aussi un grand débat avec un certain nombre de leaders politiques qui ont accepté de nous rejoindre malgré l'heure un peu tardive, mais au fond c'est peut-être là qu'on dit les choses les plus intéressantes puisqu'on ne parle plus seulement sur des estimations mais sur des résultats concrets. Alors tout de suite je vous propose d'abord de revoir malgré tout cette estimation de la Sofres que nous vous donnions dès 20h et qui honnêtement n'a pas beaucoup varié tout au long de la soirée. C'est la photographie du paysage politique français tel qu'il se dégage de ce dimanche électoral qui s'est achevé ce soir à 20h. Le voici, vous le découvrez à nouveau en images. Le voici donc, excusez-moi je ris un petit peu parce que je ne l'ai pas sous les yeux, donc je le découvre, je serais presque obligé de mettre mes lunettes, mais ça n'est pas très grave. Donc le Parti communiste, 8%, merci. Le Parti socialiste, 19%, Génération Écologie, 7%, les Verts, 7,5%, l'UPF et les divers droits, 37,5%, et enfin le Front National, 14%. Voilà, je crois que c'est le paysage tel que nous le donnons depuis le début de cette soirée, avec des grandes tendances qui se dégagent et que commente pour nous maintenant Gérard Carrère. Oui, alors mettons nos montres à l'heure, à minuit moins le quart, et saluons d'abord une victoire, celle du civisme des Français. 2 sur 3 ont voté, c'est beaucoup plus que prévu. C'est un retour vers une participation normale à des élections. Politiquement, la première leçon, c'est évidemment une défaite indéniable, on peut même dire historique, du Parti socialiste. À 18%, il est nettement en dessous de la barre fatidique des 20%, à son plus bas niveau depuis 20 ans, depuis le congrès d'Épinay.
Deux exemples, moins 15% à Paris, où il se trouve derrière le Front National, moins 13% en Auvergne, face à Valéry Giscard d'Estaing pour Michel Charasse. L'usure le frappe de plein fouet, la proportionnelle ne lui sourit pas, il devra en tirer, le Parti socialiste, toutes les conséquences. Deuxième leçon, une relative stagnation pour la droite parlementaire, qui sous le drapeau de l'UPF ne profite pas vraiment de la victoire du Parti socialiste. Elle connaît même une légère érosion, mais obtient quand même, il faut le dire, 2 fois le score du Parti socialiste. Globalement, les partis qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner l'an prochain, PS, RPF, UDF, qui représentaient autrefois 3 Français sur 4, n'en représentent plus aujourd'hui qu'1 sur 2. Troisième leçon, le Parti communiste à 8% évoque un coup d'arrêt à son déclin qui reste manifestement à démontrer, car il ne l'est pas encore, loin s'en faut, dans les chiffres. Alors les bénéficiaires sont ceux qui se trouvent justement en dehors du circuit parlementaire. D'abord le Front National, à 14%, il frise le record de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 1988. C'est un succès, car c'est celui, disons, des Le Pen Boys, pas seulement celui du chef de ce parti. C'est le succès de son implantation. Et le Front National va désormais arbitrer d'abord les élections des présidents, vendredi prochain, et puis les autres batailles qui sont devant nous. Deuxième camp victorieux, les écologistes, à près de 15%. Ils sont divisés en 2 partis quasi égales, 2 partis quasi égaux, avec toutefois une coudée d'avance pour celui de Brice Lalonde sur celui d'Antoine Wechter. S'ils étaient réunis en un seul mouvement, ils feraient un beau score dans une assemblée, à condition qu'elle soit élue à la proportionnelle, mais cela c'est une autre affaire. Alors ça c'est pour les premières leçons que pouvait tirer Gérard Carrérou. Maintenant les enseignements, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour d'une part la majorité actuelle, Michel Cotta, et puis ensuite l'opposition. Alors le pouvoir, du côté du pouvoir, Edith Cresson a confirmé tout à l'heure qu'elle, en début de soirée, chez nous, qu'elle ne comptait pas démissionner, que le scrutin et le résultat des régionales et des cantonales ne l'amenaient pas à remettre en question sa présence à Matignon, donc pas de changement à attendre de ce côté-là. En revanche, y aura-t-il un changement de mode de scrutin? Les projections que nous avons eu l'occasion de faire tout à l'heure montrent que au scrutin majoritaire, les députés socialistes sont écrasés par les députés UPF, qui auraient à ce moment-là 421 députés contre 112 députés socialistes. En revanche, à la proportionnelle, les socialistes reviendraient à 128 et les UPF et autres divers droites n'auraient pas la majorité. Ils auraient 271 députés alors que la majorité est de 278. C'est une incitation évidemment à changer le mode de scrutin pour le président de la République et le chef du gouvernement, à moins évidemment que l'existence d'un Front National avec 77 députés puisse les en dissuader. Du côté de l'opposition, même sorte d'interrogation. La bataille pour les régions commence tout de suite, elle commence dès demain matin. L'opposition a dit qu'elle ne jouerait pas avec le Front National, mais n'y aura-t-il pas dans certains départements, dans certaines régions, Languedoc-Roussillon par exemple, des régions où cela pose des problèmes? De toute façon, les majorités vont être très difficiles à faire, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, puisque ce sont justement les partis classiques qui n'ont pas profité de ces élections, et le nouveau poids des écologistes et du Front National vont amener les uns et les autres à rechercher des alliances compliquées qu'ils ne trouveront peut-être pas avant vendredi. Alors, je disais que les estimations de nos camarades de la Sofres n'avaient pratiquement pas bougé depuis 20 heures et que les grandes lignes sont maintenant posées du nouveau paysage politique français. Un seul endroit peut-être où nos chiffres n'étaient pas exactement, et encore nous le verrons une fois que les résultats définitifs seront connus, mais pas totalement au point près conforme à la réalité, c'est en Provence-Côte d'Azur et en particulier dans les Bouches-du-Rhône, où nous retrouvons tout de suite Jean-Luc Manot. Jean-Luc ? Oui, tout à fait. Alors les chiffres ici que nous avons donnés sont discutés par l'ensemble des candidats, mais je dois dire que les chiffres de la Sofres sont plus près non pas de la réalité, car nous attendons maintenant les résultats. Les chiffres de la Sofres sont souvent plus près de la réalité que les estimations des candidats eux-mêmes, qui naturellement chacun utilise. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est sur les chiffres que nous avons, sur 76% des bulletins dépouillés, c'est un chiffre de la préfecture, dans les Bouches-du-Rhône, 26,33 pour Jean-Claude Gaudin, 26,33 exactement à la décimale près, le même chiffre pour Bernard Tapie, 22,94 pour Bruno Maigret, 11,22
pour Guy Hermier du Parti communiste. Alors ce soir, dans la région, pas de majorité absolue, bien sûr. Jean-Claude Gaudin, dans la région, là je ne parle plus des Bouches-du-Rhône, est en tête et manifestement, il a une majorité relative pour son élection. Le Front National progresse, mais pas aussi sensiblement qu'on pouvait l'attendre. Bernard Tapie réussit une belle performance en remontant. Il venait de loin dans les sondages. Il est donc naturellement trop tôt pour savoir qui sera élu président de la région, même si Jean-Claude Gaudin a de fortes chances de conserver son siège et que ce soir, ces chiffres montrent que des tractations peuvent avoir lieu, mais qu'il reste aujourd'hui, disons, le favori pour la présidence de la région. Mais il y a deux inconnus. Est-ce que la majorité présidentielle et le Parti communiste pourront s'entendre pour tenter de ravir la région? Et dans cette deuxième hypothèse, est-ce que le Front National acceptera d'aider gratuitement Jean-Claude Gaudin? Voilà donc des chiffres qui plaident pour la stabilité ce soir, mais vous le savez, ici, les alliances se font après des tractations qui ne suivent pas toujours la logique politique ou même la vertu. Alors, Jean-Luc Manot, je disais tout à l'heure que nous avions une marge d'erreur un petit peu large en ce qui concerne les chiffres que nous avions donnés concernant les Bouches-du-Rhône. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Gaudin, que nous n'avions pas encore entendu sur TF1, qui évidemment n'est pas très content de la Sofres, pas plus d'ailleurs de ce que nous avons dit. Je vous le laisse entendre, et après tout, il a le droit à la parole. C'est tout à fait normal, il s'exprimera assez durement. Vous allez l'entendre sur notre antenne. Écoutez-le. Jean-Claude Gaudin, merci d'être parmi nous ce soir. Vos premières analyses sur les résultats dans les Bouches-du-Rhône, puis dans la région, s'il vous plaît. Bien, écoutez, je suis assez satisfait puisque mes listes sur l'ensemble des 6 départements de la région sont en tête. Et par conséquent, j'ai tout lieu, ayant la majorité relative en voix et en siège, d'être ce soir très heureux et de remercier celles et ceux qui m'ont permis d'arriver à cela. Mais permettez-moi de vous dire quand même que je trouve qu'un institut de sondage, et même, je vous le dis tel que je le pense, l'équipe politique de TF1, vous devriez, et les uns et les autres, être un peu plus prudents lorsque, dès 19h45, un de vos collègues à Paris annonce la nouvelle du siècle, qui permettra d'ailleurs, 3/4 d'heure après, à Madame le Premier ministre d'avoir un bon résultat prévisionnel à se raccrocher, en annonçant des chiffres avec une aussi grande différence. Alors je dois vous dire que ce soir, eh bien 0 sur 20 à la Sofres et jugement sévère pour le service politique de TF1. Bien. Alors, les résultats, effectivement, il y a eu un décalage sur les résultats de la Sofres. Nous avons précisé à 20h qu'il s'agissait d'une estimation. Cette estimation a été corrigée par la suite et la correction effectuée aux alentours de 20h30 donnait les résultats quasiment au point près. Vous m'avez fait souffrir un peu plus. J'ai attendu un peu plus. Mais écoutez, ça c'est pas important, Jean-Luc Manot. Ce qui est important, c'est ce que j'ai entendu par mes concurrents ce soir, et notamment par M. Tapie. M. Tapie a dit que c'était l'élection d'aujourd'hui qui comptait, et pas ce qui va se faire dans les couloirs vendredi prochain, et qu'il fallait tenir compte de la volonté du peuple. Le peuple, dans cette région, s'est exprimé. Il s'est exprimé démocratiquement. Il me place en tête, en voix et en siège sur les 6 départements. Je suis donc candidat à ma propre succession. Alors on dit, justement, on dit en général, plus c'est long, plus c'est bon. Donc vous allez être satisfait ce soir. Et je voulais vous demander si vous ne craignez pas qu'il y ait une alliance qui se fasse entre d'un côté les listes de la majorité présidentielle, celle de Bernard Tapie, et les listes communistes qui peuvent vous dépasser en nombre de sièges peut-être. Vous osez imaginer que M. Tapie pourrait se livrer à une pareille magouille? Et que ce serait dans ses habitudes de faire un coup fourré, un traquenard quelconque? Je l'ai entendu dire que c'est celui qui aurait la majorité relative qui gagnerait les élections. J'ai donc ce soir gagné les élections. Et cela doit se traduire vendredi prochain. Moi, j'ai l'intention de gouverner avec mes amis de l'UDF, du Rassemblement pour la République, à faire des projets, des propositions, des actions, et il appartiendra aux autres de se déterminer par rapport à ce que j'aurais proposé. Et si d'aventure, tel était le cas, qu'il y avait cette négociation et qu'elle aboutissait, est-ce que de votre côté, moi, je ne recherche pas, comme vous l'avez fait, une alliance avec le Front National? Non, parce que 86 était une époque, 92 en est une autre, que depuis que M. Le Pen a annoncé sa candidature l'été dernier, j'ai précisé ce que j'allais faire, et c'est pas parce qu'on ne l'a pas souvent dit sur TF1 que je ne vais pas le dire ce soir. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir que nous avons reçu, et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Bonsoir.
Voilà, on va peut-être retrouver d'ailleurs Monsieur Gaudin qui finalement a accepté d'être en direct avec nous tout à l'heure, ainsi que Bernard Tapie. Il a pu dire ce qu'il a voulu sur TF1, ce qui d'ailleurs me paraît bien normal. Et ce qui me paraît normal également, c'est quand même que Jérôme Jaffray réponde, car encore une fois, s'il est vrai qu'il y a eu une petite surestimation du chiffre de Bernard Tapie en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, l'ensemble des estimations de la Sofres ont été tout à fait remarquables et ne sont évidemment absolument pas démenties par les résultats, Jérôme. Oui, le professeur Gaudin est bien sévère et j'espère que les téléspectateurs ne le rejoindront pas dans son appréciation de ce 0 sur 20. On attend une telle précision des estimations, on en a une telle habitude maintenant qu'un écart d'1 à 2 points suffit à donner l'impression que la soirée se trouve modifiée. Sur les Bouches-du-Rhône, d'abord, aucune information n'a été donnée avant 20 h. Nous avons attendu, bien sûr, l'heure possible pour donner des résultats. Les premières estimations donnaient 28% à M. Tapie, 26% à M. Gaudin. Dès 20 h 30, nous donnions 26% à l'un et à l'autre, en affinant les estimations. Et nous en sommes, je crois, toujours à peu près dans ces eaux-là, avec une avance, semble-t-il, de M. Gaudin sur M. Tapie. Alors je présente bien sûr tous mes regrets à M. Gaudin pour ces résultats. Il faut dire que les Bouches-du-Rhône sont particulièrement difficiles à estimer dans la mesure où les structures électorales, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas très stables dans ce département et où beaucoup d'électeurs de gauche peuvent tantôt voter à droite ou Front National et inversement, l'électorat rassemblé par Bernard Tapie est d'origine très diverse. Alors je dirais tout de même qu'au total et au vu de ces résultats, la performance électorale, elle est signée, me semble-t-il, de Bernard Tapie, car alors que le Parti socialiste perd 11 points dans le pays, il gagne, semble-t-il, 1 point dans les Bouches-du-Rhône par rapport au régional de 86. La performance politique, elle revient, elle, à Jean-Claude Gaudin, puisqu'il est en tête des 3 listes dans les Bouches-du-Rhône et en tête sur l'ensemble de la région. Et les excuses, c'est la Sofres qui la présente aux téléspectateurs et à M. Gaudin. Ben voilà, alors comme M. Gaudin est en ligne, on ne va pas faire toute la soirée sur cette légère surestimation. Je comprends tout à fait le courroux de M. Gaudin, mais comme il est en ligne, il peut répondre éventuellement s'il a entendu les explications de Jérôme Jaffray. Vous voyez qu'on peut tout dire à TF1. Monsieur Gaudin, vous nous entendez? Tout à fait les explications de Jérôme Jaffray. Et comme dit Madame Edmond de Charleroux, Gaudin, c'est un brave homme. Alors il le pardonnera à Jérôme Jaffray, qui a essayé de rectifier d'ailleurs, dès qu'il a pu dans la soirée, un peu moins à vous, hein, cher ami. Oui. Parce que c'est à 8 h moins le quart que vous avez commencé à dire un événement spectaculaire. Ça réjouit le chiffre était en effet. Ça réjouit Cédès d'ailleurs, Madame Cresson. Peu importe. C'est le passé. Tournons la page. En réalité, ce soir, moi j'ai tout lieu d'être quand même satisfait.